Et quand tu dis réunion RH, les gens se sentent pas concernés. Je suis désolée, mais la culture d'entreprise de ma boîte, c'est pas moi, c'est nous tous collectivement. J'avais rejoint une start-up, ils ne connaissaient même pas leur convention collective et même pas leur code NAF. L'employeur est garant de la santé mentale de ses salariés, y compris de celle du RH. Je ne suis pas responsable d'un manager qui a des comportements toxiques. Il y a une génération là, de boomers, entre guillemets, désolé, qui vont partir à la retraite et qui vont nous laisser, entre guillemets, la place. Tu vas me lancer sur un sujet mode qui fait 80% des RH et RH te disent en épuisement professionnel. Mais en l'état actuel des choses, si on continue à attendre de nos RH ce qu'on attend aujourd'hui, dans 10 ans, plus personne ne voudra faire ce métier. Bienvenue sur People Place, le podcast qui brise les barrières pour parler franchement des enjeux RH. Moi, c'est Maud, experte RH et cofondatrice du Temple RH. Je suis Marine, avocate en droit du travail et cofondatrice de la solution Kanoun by Legal Place. Ce podcast est votre espace pour découvrir toutes les bonnes pratiques indispensables pour faire de vous un professionnel RH en pleine maîtrise. Abonnez-vous pour ne rien rater de tous les épisodes vidéo et audio sur Apple, Spotify et toutes les plateformes disponibles pour rester connecté et vous inspirer. J'ai la chance d'aujourd'hui d'accueillir Lomna Kaleja Benassine. Bonjour Lomna. Bonjour Maud. Bonjour Marie. Bonjour Maud. Bonjour Lomna. Bonjour. J'ai eu la chance de te connaître donc, grâce à tes tips du jeudi sur LinkedIn. On était dans les mêmes sphères RH sur Paris. Donc vraiment, merci d'être venu aujourd'hui nous parler d'un sujet qui nous tient en tout cas toutes les trois à cœur, qui est les RH, parents pauvres de l'entreprise. Donc on va aborder plusieurs sujets, les tendances RH de ces 20 dernières années. On va aussi discuter du duo CEO RH, la mise en place, comment mettre en place une culture RH dans l'entreprise, mais aussi de l'épuisement professionnel des RH, on sait que c'est un gros sujet en tout cas aujourd'hui, et aussi de la place du RH dans le COMEX et dans le CODIR. Donc ça va être des sujets intéressants, puissant, et donc ton expérience, tu as plus de 25 ans d'expérience aujourd'hui. Je n'ai pas 25 ans, mais oui. 25 ans d'expérience en tout cas sur des postes de DRH dans des grands groupes, mais aussi notamment chez Calvin Klein, qui est donc une entreprise de retail. Donc tu auras pas mal de choses à nous dire aussi sur le fonctionnement des ressources humaines dans ce type d'entreprise. Et là récemment, donc, dans l'univers tech, donc on va pouvoir un petit peu commencer. Mais juste avant, pour introduire le sujet, j'avais envie de revenir sur ces 20 années de direction des ressources humaines. C'est vrai qu'avant, donc la fonction RH était plutôt considérée comme un service du personnel et arrivait plutôt dans la fin du 19e siècle. Et donc l'objectif, c'était vraiment l'embauche, l'organisation du travail, la surveillance et les licenciements. Donc c'était une fonction qui était assez droite, rugueuse, assez difficile. Bref, ils étaient un peu le bras armé de la direction. Et c'est peut-être de là d'où vient la mauvaise image qu'on se colle à la peau depuis maintenant 25 ans. Et heureusement qu'il y a des personnalités comme toi, Lomna, qui dépoussièrent cette fonction RH et qui en fait quelque chose d'un peu plus fun. Et ce changement, donc il y a eu après donc les guerres mondiales. Donc c'est là où il y a l'introduction de nouvelles préoccupations relatives aux conditions de vie dans l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'avant même, je crois qu'il y avait les enfants pouvaient travailler, donc avant les années dans le 19e siècle, c'était un autre monde. Cette époque, ça révolue. Et donc c'est vrai qu'il y a eu en tout cas après des préoccupations dans les conditions de vie au niveau de l'entreprise, les performances de l'entreprise, et donc il y a eu un grand développement au niveau de la législation sociale après donc la Seconde Guerre mondiale, et il y a eu aussi l'influence de travaux, notamment par Maslow, par Herzberg, montrant l'impact des facteurs psychosociologiques sur la productivité et la performance de l'entreprise. Et que c'est à partir des années 1980 que cette fonction prend la terminologie donc, de ressources humaines avec l'objectif, c'est de prendre conscience de l'importance d'une gestion du personnel face aux défis technologiques et à l'instabilité de l'environnement devenu plus concurrentiel. Et donc ça fait maintenant une quarantaine d'années que la fonction service du personnel est devenue donc une fonction plutôt stratégique autour des ressources humaines. Toi,
tu as navigué donc, pendant 25 ans dans cet écosystème-là. Tu as dû en voir des vertes et des pas mûres. Quel est un peu ton retour de 25 ans de position de DRH dans l'entreprise ? Alors, j'étais pas là au tout début. Ah bon, Lomna, tu vas... Oui, non, mais plaisanterie. Aucune femme n'était là au tout début dans ces postes-là. Oui, c'est vrai, absolument. Oui, c'est vrai. Oui. J'attaque fort. Autre sujet. Plus sérieusement, en fait, quand j'ai commencé à travailler, on avait une posture qui était très différente. Notre enjeu, c'était effectivement de recruter, de s'assurer que chaque collaborateur avait bien un contrat de travail, les congés étaient réglés, etc. Et en fait, petit à petit, la charge de travail et le périmètre de la fonction RH s'est élargi et petit à petit, elle est devenue plus stratégique. Et c'est vrai que historiquement, on est passé de l'administration du personnel avec le directeur du personnel, une fonction qui était très grise, très sobre, très pas fun en fait, qui consistait juste à s'assurer que l'entreprise répondait bien à ses obligations légale de base et qu'elle pourvoyait au staffing. C'était ça notre métier. S'assurer qu'on avait des gens, pas forcément des gens compétents, mais qu'on avait des gens pour faire le travail. Et petit à petit, donc ça a basculé. Je ne vous refais pas tout l'historique, mais effectivement, l'évolution de la société, les événements mondiaux, européens, tout ce qui se passe dans la société civile a un impact dans nos organisations. Et plus récemment, je pense que ce qui a été un vrai booster de l'évolution de notre fonction, c'est l'arrivée des nouvelles générations dans les entreprises qui ont tout de suite refusé les organisations telles qu'on les faisait vivre, en gros, avec des systèmes très pyramidaux, avec des chefs qui étaient juste des chefs, pas des leaders, pas des managers, avec des organisations qui leur laissaient peu d'autonomie, etc. Et surtout avec un refus de... Nous, on a accepté ce qui n'était pas acceptable. Et eux, ils sont revenus sur cette approche en se disant, voilà, nous, on veut bien travailler, on est passionnés, etc. Mais le travail n'est qu'un élément de ma vie, alors que pour beaucoup, auparavant, le travail était une composante importante. Et leurs attentes, leurs besoins ont vraiment fait basculer notre façon de travailler, notre façon de faire vivre l'expérience collaborateur, sachant que le mot expérience collaborateur est arrivé très tardivement, en fait. Et pour finir, je dis souvent qu'on est passé de bras armés de la direction à géo du Club Med. Et je pense qu'il faut vraiment remettre l'église, la mosquée, la synagogue, remettre tout ça au milieu du village et se dire quelle est la finalité de la fonction RH. Et je pense qu'on est vraiment arrivé à la fin d'un cycle et que là, on reparlera tout à l'heure de l'épuisement des DRH, etc. Mais on est arrivé à la fin d'un cycle et là, il faut vraiment qu'on se pose la question de qui on est, de ce qu'on veut pour nos organisations, pour nos salariés et quel est le rôle de notre fonction, comment on veut la vivre et qu'est-ce qu'on peut ou pas apporter à l'entreprise. Donc, tu exprimes le fait qu'on est passé d'un extrême à l'autre et Oui. qu'on doit revenir à quelque chose qui soit un peu plus, pour toi, nuancé et modéré. Oui, c'est ça ? complètement, oui, complètement. Et donc, c'est vrai que tu vois ce que tu dis sur la partie générationnelle. Tu vois, j'ai lu une dernière étude qui était de la Boston Consulting Group qui disait, et c'est cette fameuse caisse de sens qui n'est pas bullshit, c'est une vraie réalité. Souvent, on dit, mais la quête de sens, qu'est-ce que c'est ? Mais 75% en tout cas, là, des jeunes diplômés qui sont à la porte de l'emploi aujourd'hui sont prêts à baisser leurs prétentions salariales pour rejoindre des entreprises en accord avec leurs valeurs d'impact, RSE. C'est quelque chose, je trouve, de très fort, puisqu'on sait qu'une des 3 motivations d'une personne, c'est l'argent, ce qui est logique, c'est payer ses factures, bien vivre, être confortable dans la vie. Et en parallèle, on voit cette jeune génération qui a envie d'impact, qui a envie d'avoir un sens sur qu'est-ce qu'on fait. Et il y a on en avait déjà parlé avec Jonathan, le CEO de Shodo, sur des comptes comme Balance ta Startup ou même Glassdoor, où tu peux mettre en tout cas des avis sur l'entreprise. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on est dans une ère de réseaux sociaux. 80% des personnes utilisent les réseaux sociaux. Ça peut aller vite en termes de réputation au niveau... Tout se sait. Voilà, tout se sait, exactement. Tout se sait. Toi, alors, imagine, on va se jouer un peu comme des magiciens futuristes. Comment tu vois cette fonction RH, alors là, dans les années qui arrivent ? Quel serait un peu ton rêve pour cette fonction RH ?
En fait, moi, je crois encore au Père Noël, en fait. Et c'est une fonction dans laquelle je crois et qui me passionne encore aujourd'hui. Et pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Je disais tout à l'heure qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. C'est que le status quo, pour moi, il n'est pas... c'est pas une situation qui est possible dans le sens où il faut qu'il y ait un vrai changement. Un changement en termes de rôle, de posture, d'attente, mais surtout de moyens. Et ça, c'est un vrai sujet. Comment je vois la fonction ? Moi, je pense qu'on arrivera à passer au cap d'après quand on arrêtera de s'adresser uniquement au DRH. Quand on voit, notamment sur LinkedIn, qui est le réseau social professionnel par excellence aujourd'hui, quand je vois tous ces consultants, tous ces prestataires qui viennent dire au RH, il faut faire ça, mais les RH, ils sont comme s'ils devraient faire ça. En fait, les RH savent exactement ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont juste pas les moyens. Et en fait, ce ne sont pas les DRH, on ne doit pas s'adresser aux DRH, mais on doit les convaincre, les patrons, les DG, les présidents, les DAF. C'est à eux que tous ces consultants doivent s'adresser parce que eux ne savent pas, eux ne comprennent pas. Et une fois que vous avez onboardé la leadership team, à commencer par le DG, à commencer par le DAF, le travail du DRH est tellement plus facile. Donc je pense qu'il y a déjà notre rôle, on pourrait exercer notre rôle sereinement en ayant de l'impact, en mettant suffisamment d'énergie pour avoir un résultat à la hauteur de l'énergie que l'on met, une fois qu'on aura onboardé notre leadership team. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. L'autre sujet sur lequel les RH doivent grandir, c'est la data. On a un vrai sujet de data parce que pour plein de raisons. L'une des premières, c'est que les RH, et là je fais un gros raccourci, on a une sensibilité plus forte aux lettres qu'aux chiffres, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde, attention, mais globalement c'est ce qu'on constate. Et le fait de ne pas être outillé est aussi un vrai problème. Je rappelle, à qui veut bien l'entendre, que Excel n'est pas un outil. Enfin, n'est pas le seul outil. Et que quand on sait que tu as des boîtes jusqu'à 5000 personnes qui n'ont comme outil que Excel, je ne comprends pas comment on peut animer une population RH, enfin avoir une stratégie, une politique RH qui soit efficiente. Moi, j'irais un peu plus loin sur les outils. Je trouve que Excel, c'est un superbe outil, mais il faut savoir l'utiliser. Et je pense que, parce que tu peux faire du visuel basique, tu as des macros, en fait... Excel en tant que tel, si tu l'utilises juste pour faire des tableaux croisés dynamiques, c'est sûr que tu ne peux pas aller loin sur l'outil. Mais je pense qu'en fait, nous, en tant que RH, en effet, je te rejoins sur ce côté où, en effet, on n'a pas cette sensibilité, on n'est pas forcément des techies dans l'âme, on n'est pas super à l'aise avec les outils, mais je pense qu'il y a aussi une certaine envie d'aller creuser les outils. Excel, pour moi, aujourd'hui, j'ai vu des choses extraordinaires sur du pilotage RH avec Excel parce qu'il y a eu une envie du département à se former sur les outils. Et je pense que c'est une question de formation et c'est encore une question de temps. Les RH n'ont pas le temps et je pense que c'est la douleur la plus présente dans notre fonction, c'est qu'on n'a pas le temps de faire de la veille, pas le temps de se former, pas le temps de se connecter avec les autres. Et c'est vrai que si y avait et en effet, je te rejoins quand tu dis on doit aller convaincre les CEO, la direction, mais j'espère, il y a une génération là, de boomers, entre guillemets, désolé, qui vont partir à la retraite et qui vont nous laisser, entre guillemets, la place, je me dis, mais ils vont nous laisser la place parce que mine de rien, c'est une génération avec leur code, leur époque, et ils n'ont pas forcément la même vision, en tout cas, du monde ou de l'entreprise comme nous. Et je pense que ça va se faire progressivement dans les 5-10 prochaines années. Ça va prendre un petit peu de temps, je pense, pour cette génération. C'est un peu dur quand on sait que je milite pour l'intergénérationnel. Oui, mais c'est dur. C'est pas une question d'âge, la gestion des outils. Non, mais c'est pas une question d'âge. Je comprends, oui, non, mais moi, tu parlais des patrons de boîtes et des DAF qui ont encore une vision un peu très chiffrée et qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, 1 de perdu, c'est pas égal à 10 de retrouvé, en fait. 1 de perdu, c'est une vraie galère pour retrouver 1, en fait. Et effectivement, je comprends ce que tu dis. Voilà, et même sur les sujets de diversité et d'inclusion, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'effort qui est mis parce qu'en effet, c'est des sujets qui sont vus plutôt comme un coût que comme comme l'inverse, j'ai perdu le mot, mais comme vraiment une ressource. Un investissement sur l'entreprise, sur la culture d'entreprise. Et on en a de beaux modèles, en tout cas, qui montrent le contraire. Mais c'est juste de se dire qu'en effet, il faut, en tout cas, nous, moi, c'est une de mes missions, c'est aussi ça, c'est de pouvoir parler de ces sujets-là. Mais comme je te rejoins, il faut en tout cas
négocier avec ces CEO, mais c'est pas forcément facile pour la fonction RH parce qu'on a encore les études sont quand même très terre à terre, pas forcément très terrain, et donc il y a aussi beaucoup de choses à faire sur la formation même de notre profession. Et je veux juste rajouter un chiffre. Je pense que c'est important sur cette crise de confiance aussi que les salariés ont sur leur RH. C'était une dernière étude de Segos qui mettait une note, les salariés mettaient une note de 5,5 sur 10. C'est pas si mal, la moyenne du rapport de confiance qu'ont les salariés sur les départements. Donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est donc, on en a parlé, c'est d'impacter la stratégie aujourd'hui en tant que RH. Et donc, toi, quels seraient un peu tes conseils, Lomna, sur cette partie stratégie ? Je suis RH. Comme tu l'as dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens. Comment je me débrouille avec ça ? Écoute, moi, ça fait 20 ans que je bosse dans des boîtes, qu'elles soient grandes, petites, qu'elles fassent beaucoup de business ou peu. Les moyens sont toujours limités. Et du coup, ça m'a permis de développer ma créativité. J'ai une créativité sur les sujets RH qui est limite sans borne, qui peut faire peur. Déjà, je considère qu'un non n'est pas un non. Donc, quand on ferme la porte, je passe par la fenêtre. Donc, j'invite tout le monde, tous les RH qui ont des convictions, qui ont envie de mener des projets, à qui on dit on n'a pas de budget ou c'est pas le moment. C'est pas le moment, je peux l'entendre. En revanche, j'ai pas le budget. Ok, on fait quoi ? Il n'y a pas le budget, on fait rien ? Non. Il y a des multitudes. Moi, j'ai développé le troc de compétences. J'ai appelé que ça s'appelait le troc de compétences. Mais voilà, je viens une journée dans ta boîte, je t'anime un truc, ou je te forme tes équipes, ou je fais un truc, et tu viens chez moi avec une expertise que j'ai pas, et tu m'accompagnes. Enfin, troc de compétences, le réseau, c'est hyper puissant. Enfin, tu peux trouver des palliatifs au manque de moyens. En revanche, moi, je suis convaincue que pour les jeunes RH qui arrivent, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Le premier, c'est de se dire... notre métier il est en constante évolution et se former, c'est juste essentiel, se former tout le temps. Alors, la boîte n'a pas toujours les moyens de te former, mais aujourd'hui, on a un accès à la culture et à l'information qui est extraordinaire. Donc, 1, se former et rester curieux. 2, rester soi-même, garder ses convictions et ses valeurs. On a souvent tendance, surtout quand on est jeune, à se fondre dans un moule, se fondre dans la culture d'entreprise, dans ce qui est attendu du DRH ou du RH. Faut pas faire de vagues, etc. Non, on est comme on est et c'est comme ça. Donc après, on nous prend pas, c'est autre chose. Une erreur que j'ai commise, et que il y a longtemps, quand j'étais jeune, plus jeune, je pensais que les managers étaient les meilleurs courroies de transmission de l'info RH et de la politique RH et des process RH. Et je me suis rendu compte de 2 choses. C'est que, 1, les 3/4 n'ont pas le temps, la moitié ne comprend rien, la 3e est pas du tout alignée avec les sujets RH. Et c'est aussi pour ça que les salariés nous détestent, si ce n'est qu'ils n'ont juste pas confiance, dans le sens où le manager va leur dire écoute, j'ai négocié une REM, je voulais négocier une REM, la DRH n'a pas voulu, ton évolution, la DRH n'a pas voulu. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, remettons chacun face à ses... responsabilités. Exactement, à ses responsabilités. Et le dernier point, c'est que les RH, on doit vraiment, vraiment se faire coacher, notamment en début de carrière, en termes de posture, d'assertivité, de leadership, de négociation. Moi, ça a changé ma vie. Je me suis formée quand j'ai pris mon premier poste de DRH et il y a eu un avant et un après. Écoute, on note ça. Toi, Marine, aussi, tu as quelques conseils, puisque tu as accompagné aussi beaucoup de start-up et de scale-up sur cette notion-là, sur quels sont un petit peu les points à auditer quand tu rejoins une entreprise. Alors c'est vrai que quand on rejoint une entreprise en tant que RH, il y a tout à découvrir. Il y a une sacrée dette RH aussi. Voilà. Alors c'est pour ça que, alors déjà on peut pas passer non plus des semaines à faire un audit, parce qu'on doit avancer vite dans les sujets. Donc moi, le conseil que je donne en général, c'est de commencer à faire un petit audit rapide, un peu dézoomé. S'il y a des points à connaître sur un plan plus juridique, je dirais que c'est alors on le sait, en droit du travail, au-delà du code du travail, c'est très important d'avoir une idée de ce qu'est la convention collective qui est liée au secteur d'activité, parce qu'il peut y avoir des vraies spécificités. Et d'ailleurs, c'est un vrai avantage quand on est RH, quand on arrive dans l'entreprise, d'avoir déjà connu ce secteur d'activité.
parce qu'on a des particularités vraiment très très importantes d'une entreprise à une autre, d'un secteur à un autre. Je vous raconte une petite dinguerie par rapport à ça. C'est que j'avais rejoint une start-up. Ils ne connaissaient même pas leur convention collective et même pas leur code NAF. Et donc, quand je suis arrivée, je leur ai posé la question alors, votre convention collective, c'est quoi, etc. Et on dit on ne sait pas. Et donc, les contrats de travail, etc. Donc, il y a un vrai. N'étaient pas adaptés. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet là au niveau juridique. Ouais. Ça ne m'étonne pas, oui. Donc, un petit check de la convention collective, c'est évidemment important. De plus en plus, il y a aussi des spécificités qui sont liées à des accords d'entreprise qui sont signés, parce que c'est plus réservé du tout à des entreprises avec des délais syndicaux comme on pouvait connaître avant et à des grands groupes. Maintenant, beaucoup d'entreprises s'emparent de la négociation collective, ce qui est plutôt une très très bonne chose, parce que c'est une capacité de pouvoir adapter dans l'entreprise par rapport à ses besoins, à ses propres spécificités. Et puis, il y a des attentes des salariés. Ouais. Donc l'accord d'entreprise est un très bel outil pour ça. Et puis également des chartes, des engagements pris par l'employeur et qui doivent vraiment être connus du RH parce qu'ils s'y sont découverts un peu tard, ça peut amener des très mauvaises surprises. Donc ça, c'est un peu le contexte juridique de base qui ne prend pas trop de temps à connaître mais qui est absolument essentiel. Après, le deuxième volet, c'est le passif. T'en parlais un petit peu. Alors le passif, comment est-ce qu'on peut le connaître ? Très vite demander les derniers échanges avec l'inspection du travail, le dernier contrôle URSSAF, ça c'est important, les derniers échanges avec médecine du travail aussi, parce qu'on sait, tous les aspects santé mentale, ça peut vous permettre tout de suite d'avoir une idée un petit peu du contexte et peut-être de certains éléments, frictions qu'on puisse dérouler dans l'entreprise, par exemple s'il y a eu beaucoup d'inaptitudes, ça vaut quand même le coup de s'y pencher. Évidemment sur un volet plus contentieux, avoir les dernières décisions prud'homales, s'il y a eu, c'est important. Et puis, je dirais, dernier point, pour pouvoir déterminer quelles sont les relations dans l'entreprise, c'est s'il y a un comité social-économique, les derniers procès-verbaux de réunion. Ça, c'est très, très, très instructif. Parce qu'on se rend compte s'il y a des choses qui ont été dites. Déjà, s'il n'y a rien qui se dit, on peut en déduire plein de choses. Quand il n'y a pas de réunion qui se tienne ou quand il n'y a rien à l'ordre du jour. Ouais. Alors, quand il n'y a pas de CSE, alors quand il n'y a pas de CSE, il y avoir 30 salariés. Voilà. Oui. Exactement, déjà, de base. Mais même au-delà de cette contrainte légale du CSE que tu viens de rappeler, Maud, et tu as tout à fait raison. Mais s'il y a un CSE, avoir ces procès-verbaux, s'il n'y a rien qui se dit, on peut en déduire que ça peut se faire très bien par ailleurs. Ou alors qu'il n'y a absolument aucune communication. Voilà. Et par ailleurs, s'il y a beaucoup de choses et beaucoup de demandes des salariés avec des absences de réponse de l'employeur, de la même manière, ça démontre un certain nombre de sujets. Et de là, on va découler sur des audits un petit peu plus précis qui vont être ou de l'organisation du temps de travail, qui est souvent un gros sujet, ou l'organisation du télétravail qui n'est pas adaptée, mais dans un deuxième temps, ou des incohérences sur la grille salariale, qui peuvent démontrer des formes d'égalité de traitement, etc. Mais ça, à la limite, c'est dans un deuxième temps. Déjà, si on a une full picture de tous ces sujets de passif et de contexte liés au secteur d'activité, après, on peut dérouler au fur et à mesure du mois. Les mois qui viennent. Et quand on déroule, souvent après on se rend compte qu'on a besoin de budget, on a besoin d'argent. Toi, quels sont un peu tes conseils ? Puisque l'objectif, c'est aujourd'hui la discussion, c'est le RH parent pauvre dans l'entreprise. On les voit, on a des budgets divisés par 2 par rapport à des départements marketing, à des départements vente. Comment toi, tu arrives, l'OMNA, en face de ta direction, en disant, j'ai besoin de X nombre d'argent pour arriver à tel objectif. Si tu avais, comment tu t'y prends, toi ? En fait, il n'y a pas de recette miracle. Il y a déjà le fait d'avoir la confiance de ta direction générale et de ton DAF. Ça facilite énormément les échanges. Du coup, tu as moins de preuves à apporter, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, quand tu as un peu baroudé, que tu as déjà fait plein de choses, quand tu proposes une solution avec un prestat, tu l'as déjà testé, tu as déjà les retours d'expérience de ta boîte précédente avec les anciens salariés. Donc, tu as quand même parce qu'on te challenge quand tu dis, tiens, je veux faire bosser truc ou machin. Oui, mais tu le connais d'où ? Tu as benchmarké d'autres trucs. C'est quoi les retours que tu as eus ? Est-ce que tu as eu c'est quoi le ROI ? Enfin, tu vois, et on te challenge un petit peu là-dessus. Et c'est vrai que c'est plus facile quand tu as un peu de passif. Après, le meilleur moyen pour négocier tes budgets,
C'est de ne pas arriver en cours d'année en disant « Ah tiens, j'ai rencontré un prestat, j'aimerais bien lancer ça » ou « Ah tiens, non, en fait, un budget RH se définit dans l'année. Tu définis, après c'est toujours du prévisionnel. Après, tu cuts un peu là, tu rajoutes un peu là, mais il faut que tu définisses ton budget en fin d'année. Souvent, on passe à côté pour plein de raisons. Les RH, on te dit « Oh ben non, la masse salariale, c'est tant. Et puis, si tu as besoin de quelque chose, tu viens me voir au fur et à mesure de l'année. » Et puis, on te dit « Ah ben non, c'est pas dans les budgets. » À un moment donné, on discute pas. Donc, en gros, tu listes, je sais pas, si tu as besoin de camion de recrutement, si tu as besoin de budget formation hors le budget légal, si tu as besoin de mettre en place une solution, du coaching ou whatever. Et tu négocies tes budgets en fin d'année. En te laissant toujours une petite marge, bien sûr. Et puis pendant l'année, si jamais il y a quelque chose qui tombe, qui n'était pas prévu, tu peux enlever là, tu peux retravailler. Et tant que tu vas dans ton cadre, dans ton budget annuel, on t'enquiquinera pas en fait. C'est surtout ce qui va être en plus, où là, effectivement, si tu arrives en milieu d'année, « Ah bonjour, je voudrais changer d'ATS, c'est 15 000 €. » Et on va dire, t'es gentil, mais non, quoi. Et ils auraient raison, en fait. Donc voilà. Donc, c'est d'être proactif, en fait. Absolument. C'est d'être proactif dans ce côté, en proposant, en tout cas, un budget, proposant des solutions, proposer une roadmap, des objectifs. On le sait, il y a trop peu de RH qui sont aujourd'hui par du COMEX et du CODIR. Et donc, c'est compliqué, cette définition, cette posture RH en entreprise. Tu vas me lancer sur un sujet, Maud qui fait le lien avec, en tout cas, là, ce qu'on est en train de discuter, cette partie budget, cette partie confiance. Ça prend du temps. Et quand tu es jeune RH, tu n'as pas forcément, la bouteille et la maturité. C'est compliqué face, en effet, à des managers qui ont peut-être 20-25 ans d'expérience devant toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rôle de COMEX CODIR, sachant que il y a encore trop peu de RH, 30% selon l'AMDRH, voilà. Lors d'une enquête que j'avais pu lire, et comment on arrive, et je serais aussi curieuse d'avoir ton retour là-dessus, Marine, sur l'impact RH sur le COMEX, le CODIR. Ouais. Ah, tu me lances sur un sujet, je vais essayer d'être concise, mais on en a parlé quand on préparait. Le fait que des RH ne soient pas au COMEX, évidemment, c'est pas normal. Après, quand on regarde les COMEX, CODIR aujourd'hui, qu'on se le dise, on est à des années-lumière des tables de négociation, de discussions stratégiques sur la vision, sur des rachats, sur des fusions, sur des vrais projets stratégiques. Tous les CODIR de boîtes moyennes, plus, que ce soit en start-up, scale-up ou PME, ETI, etc. En fait, le CODIR, c'est quoi? Ou le COMEX, c'est la même chose. C'est les directeurs de département qui se réunissent à intervalles réguliers et qui font le point sur leur to-do et leur en cours. Je caricature à peine. Après, ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'il y a le CODIR COMEX est supposé faire partie de la gouvernance, être l'organe décisionnel de l'entreprise, évidemment de façon plus ou moins collaborative avec les équipes, mais COMEX CODIR, il y a une vision stratégique. On ne parle que des sujets stratégiques. Et on n'est pas obligé de mettre tous les directeurs de département. Aujourd'hui, on a un head-off, on ne sait pas trop quoi en faire, et puis on voudrait le promouvoir, mais il n'y a pas de place. Tiens, viens au COMEX, et puis en fait, il ne s'y passe rien, on ne décide rien. Et globalement, il ne se passe rien au COMEX. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est qu'on attend du DRH, quand il est au COMEX, qu'il prenne le lead, etc. Très bien. Mais aujourd'hui, définissons ce qu'est un COMEX. Réfléchissons à pourquoi on se réunit, quels sont les sujets qu'on doit mettre ou pas à l'ordre du jour de ces COMEX, comment ça fonctionne. Et avant de réfléchir à qui doit ou pas être dans les COMEX, moi je pense qu'il faut se dire quel est le rôle de ces personnes au COMEX. Moi, quand je suis dans un COMEX qui est structuré, organisé, je ne suis pas DRH. Je suis co-gérante de l'entreprise au même titre que le DAF, au même titre que le directeur marketing et que les autres représentants de département. Et les décisions qui sont supposées être prises vont au-delà de mon intérêt personnel. En fait, on est dans un endroit qui réfléchit pour l'intérêt collectif, et même si la décision ou l'enjeu ne va pas dans mon sens, enfin dans le sens RH, eh bien c'est l'intérêt de l'entreprise qui prime. Et tant qu'on n'aura pas défini c'est quoi un COMEX, qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les sujets, quel est le rôle de chacun, discuter de qui est pas, a pas sens. Mais en revanche, si tu considères que tes salariés sont importants, je ne comprends pas que le DRH, même s'il est junior, il apporte des informations à l'ensemble des membres du COMEX qu'ils n'ont pas.
Et qu'on vienne pas me dire que le DAF fait office 2 par pitié ou que le directeur marketing fait office 2. Je l'ai eu ça. Directrice marketing qui chapeaute le DRH. Ça, c'est aussi un concept. Ok, oui, j'ai jamais vu ça encore. Ok, le DAF. Elle était là depuis le début. On voulait la promouvoir. Elle adorait les RH. Tout le monde adore les RH, bien sûr. Et voilà. Donc voilà. Ce qui ne plaît jamais au DAF de toute façon. Donc ça veut dire que souvent ça marche pas. Parce que les DAF n'aiment pas nécessairement prendre ce volet-là non plus. Et donc ça fait en plus des managers de RH qui... Ça fonctionne pas. Voilà, qui n'aiment pas ce qu'ils font, avec des RH qui se sont complètement bridés parce qu'ils sont managés par une fonction qui n'est pas appropriée. Donc, si tu considères que people force dans ta boîte et que tu veux mettre de l'énergie sur tes talents, ton DRH ou ton RH, ou si tu es une petite boîte et tu as juste un référent RH, il doit être rattaché au patron de la boîte. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Dès lors que ton DRH ou ton RH n'est pas rattaché à la direction générale, c'est un message que tu envoies à tes équipes. Ça veut dire, les RH, ça ne m'intéresse pas. Quand je dis les RH, ce n'est pas les équipes RH, c'est les talents, c'est les gens, ne m'intéressent pas. À partir de là... Claire. Toi, Marine, comment intégrer alors ce COMEX dans la culture de l'entreprise Si je devais donner un conseil de ce que j'ai pu voir, c'est que il ne faut pas que les RH soient dans une posture trop technique, opérationnelle ou disons experte sur ces sujets. Le COMEX, c'est encore autre chose. Il faut prendre une vraie dimension stratégique, donc beaucoup plus business. Et donc avoir une vraie maîtrise aussi, comme tu disais un peu tout à l'heure, des chiffres. Voilà. Et je te rejoins totalement, Lobna, sur l'idée que c'est pas parce qu'une DRH de COMEX que c'est ce ou cette DRH qui doit porter tous les sujets humains. Voilà. Les sujets humains doivent être portés par l'intégralité des personnes du COMEX. Et souvent, c'est un peu l'écueil, parce que quand le ou la DRH est au COMEX, se retrouve à devoir traiter tout ce qui n'est pas traité de business. Voilà. Donc tout... L'administration, le volet événementiel, toutes ces choses, voilà, un peu pénibles à organiser, qui sont un peu pseudo-humains. Quand on sait pas où les mettre, on les met chez nous, en fait. Bah oui, parce que comme on a du mou et de la bande passante... Et ça, c'est un peu l'écueil. Donc pour y rentrer, être stratégique, politique et business, c'est très important. Voilà. Et pour y rester, savoir, je pense, effectivement, fixer ses limites sur des sujets qu'on ne veut pas traiter et qui doivent être aussi traités par d'autres. Alors comment dire non ? T'as ton CEO qui te dit oui, alors maintenant les RH, vous faites la partie événementielle de l'entreprise, c'est vous qui organisez, ça se voit beaucoup dans la fonction RH. Mais moi je dis pas non, je dis qu'est-ce qu'on met en fait. Moi je veux bien apprendre plein de choses. Mais tu me rajoutes un pays, tu me rajoutes très bien. Concrètement, c'est quoi les moyens associés en fait. La question c'est pas c'est quels moyens on met en place. Après on peut être très ambitieux, mais qu'est-ce qu'on met sur la table pour avoir les moyens de notre ambition. Je rebondis quand même sur quelque chose que tu disais, c'est que les sujets RH sont portés que par les RH. Moi, j'ai fini par comprendre que quand tu disais, tu organises une plénière sur des sujets RH, quand tu dis plénière RH, les gens, ça les gonfle. Alors que RH, en fait, tu dis, je vais parler de vous, en fait. Je vais parler de ce que nous, collectivement, la leadership team, l'équipe RH, on a mis en place pour vous. Et quand tu dis réunion RH, les gens ne se sentent pas concernés. Et j'insiste vraiment sur... Souvent, on parle de la culture qui est portée par les RH, on parle de la vision, mais... en fait, pour moi, on est chef d'orchestre, on est co-lead. Déjà, chaque salarié, pour moi, est co-constructeur de son parcours. On aura peut-être ou pas l'occasion d'y revenir, mais il faut arrêter avec le côté passif du j'attends que ça se passe. Mais nous, RH, on est un liant, on est un chef d'orchestre, on est un agrégateur de plein de choses. Et je suis désolée, mais la culture d'entreprise de ma boîte, c'est pas moi. C'est nous tous collectivement. Je ne suis pas responsable d'un manager qui a des comportements toxiques. C'est pas la culture, c'est pas ce que je défends. Il est co-responsable. Et on a toujours tendance, tu te rends compte, tu dis que ta boîte, super culture, super valeur, vision, et regarde, t'as un gars qui est toxique, dont les comportements sont toxiques. Et la conséquence de ça, j'adore, c'est en fait, on crée une fonction schizophrène. Moi, c'est ce que je dis, c'est que la fonction RH, il devient de plus en plus une fonction schizophrène. Donc, on y va quand ça va super bien. Donc, on est les best buddies du monde, voilà, et on y va quand ça va pas. Et là, on est les pires ennemis, on est persona non grata, on veut plus t'inviter à déjeuner parce que voilà. Et donc c'est vrai qu'on crée cette fonction schizophrène que je trouve dangereux pour notre fonction parce que les salariés en fait ils ne savent plus sur quel pied danser. Est-ce que je peux te faire confiance ou non et donc c'est vrai que ça crée cette crise de confiance, d'où cette note dont on parlait. Et donc comment
comment attirer, comment construire cette posture de RH pour recréer cette confiance d'entreprise et avec pour objectif de ce rôle RH qu'on a envie de créer pour demain, d'aller accompagner et recréer ce lien avec les salariés. Pour moi, c'est hyper simple. Enfin, c'est hyper simple. En théorie, en pratique, c'est autre chose. C'est qu'en fait, on fait cet écueil en tant que jeune RH de se substituer en permanence à la direction générale, au manager pour les mauvaises décisions. On est RH, on y va. Courage managérial, honnêtement, je ne connais pas de population plus courageuse que les populations RH. Ouais. Et moi, j'ai très vite compris que si quelqu'un doit recadrer un collaborateur, ce n'est pas à moi de le faire. C'est au manager de le faire. J'accompagne le manager, je briefe le manager, mais en aucun cas, je me substitue à lui. Si un manager vient te voir en te disant « Écoute, lui, j'en peux plus, ça fait 15 fois que je discute, etc. Il faut que tu me le sors », mais c'est pas. On va préparer ensemble, on va voir si tu as suffisamment d'éléments et si ton motif de sortie il est valable ou pas, mais tu affrontes ton collaborateur, tu fais le point avec lui. Je suis là, si besoin, parce que je n'ai pas toujours confiance, dans le cas des entretiens de recadrage ou des entretiens de licenciement, enfin, d'entretien préalable, mais la responsabilité et l'ownership du sujet restent chez le manager. Et moi, je fais partie, et c'est comme ça que je vis mon poste, je fais partie des gens vers lesquels j'ai envie que les équipes viennent me voir quand ils ont un problème avec leur manager, en fait. Et mon rôle, c'est pas de taper sur le manager, c'est d'essayer de trouver des solutions. On peut faire de la médiation, on peut mettre en place plein de choses. Et c'est souvent des problèmes de communication, hein, voilà, c'est souvent pas grand-chose, mais chacun sa place. Et quand il y a des décisions qui sont pas populaire, c'est une décision d'entreprise, je peux l'assumer, mais le directeur de la boîte, le président, le DG, le CEO doit prendre sa part et qu'on arrête de dire la DRH, parce que je pense qu'on nous accorde beaucoup plus de pouvoir que ce que l'on a vraiment. Ou c'est de la facilité en fait, c'est-à-dire je donne à la RH comme d'habitude, elle va s'occuper de tout et finalement nous on se retrouve après avec une image éreintée dans l'entreprise et en effet je te rejoins à 100% sur ce courage managérial. Comment tu veux que les gens viennent te voir quand ils ont un problème si tu es la même qui va aller les voir dès lors que leur manager aura un problème c'est pas possible. Tu peux pas. Et puis si tu veux mener une vraie politique RH ambitieuse qui a de l'impact, il faut que tu aies la capacité à influencer, la capacité à fédérer, la capacité à embarquer et la clé de ça, c'est la confiance. Si tu n'as pas confiance des équipes, il ne se passe rien. Mais tu vois, c'est dur. C'est dur de, tu vois, de dire non. Et même dans la vie perso, la vie pro, c'est dur de dire non, de dire, écoute, là, je t'accompagne, je te fais confiance, tu vas y arriver, on va mettre les moyens pour. Parce qu'il y a aussi une réglementation juridique à suivre. Et donc, ça quand même, ça demande une maîtrise. Mais en tout cas, moi, je suis 100% d'accord avec toi qu'il faut vraiment responsabiliser, en tout cas, les managers sur ces sujets-là pour éviter cette image de la RH. Et comment tu t'assures qu'ils ont les clés suffisantes pour justement faire en sorte de respecter le cadre minimal légal ou les bonnes pratiques pour que ça ne parte pas dans des situations qui soient plus complexes à gérer ou de niveau de tension qui serait au-delà de l'acceptable ? J'aimerais te dire que j'ai la solution, mais je ne l'ai pas. En revanche, il faut qu'on accompagne et qu'on forme nos managers. Il faut qu'on ait une relation suffisamment saine et de confiance avec eux pour que dès lors qu'ils rencontrent une difficulté avec un collaborateur, ils aient le réflexe et pour eux, ce soit facile, qu'ils viennent te voir en te disant « voilà, j'ai telle problématique, comment tu ferais, etc. » Et il y a toujours dans les boîtes, moi j'ai toujours ceux qui viennent me voir très naturellement avec beaucoup de spontanéité et de sincérité. Et puis il y a ceux où il ne se passe rien, tu ne les vois pas. Par contre, quand ils déboulent dans ton bureau, la maison a déjà brûlé, quoi. C'est beaucoup trop tard. Donc c'est pour ça aussi je reviens à cette notion de confiance où ils savent que s'ils viennent te voir parce qu'ils ont un problème avec un collaborateur ou un collaborateur vient te voir parce qu'il a un problème avec quelqu'un d'autre ou avec son manager, ils savent que c'est difficile de dire que tu es une safe place, hein, mais ils savent que tu vas essayer de trouver des solutions et ton truc c'est pas de sortir le bâton. Et tu vois, ça fait 20 ans que je bosse dans des boîtes où avant de sortir quelqu'un pour insuffisance ou pour faute grave, j'avertis toujours en disant écoute, là ça va pas, t'as encore, je te laisse 2-3 mois, tu te remets d'équerre, voilà ce qu'on attend de toi, voilà les moyens associés, tu mets en place des plans de progrès et à la fin on fait le bilan, mais tu fais pas tomber le coup près, voilà, il n'y a rien de pire pour la confiance. Et en fait la confiance, tu mets longtemps à la gagner,
tu peux la perdre très vite. Mais la relation de confiance avec les managers, elle est hyper importante. C'est ce qui va permettre de déminer les situations le plus tôt possible. Parce que souvent, ils viennent te voir, c'est déjà... Ouais, c'est déjà... Ce qui est intéressant, c'est que c'est la posture, finalement. Je me rends compte qu'il y a un conseil avocat avec son client, qui est justement cette distance nécessaire pour pouvoir accompagner sans prendre la décision à la place du client, et à la fois espérer être appelé suffisamment tôt pour pas que ça soit trop tard une fois que finalement la situation est inéluctable. Donc donner aux clients les meilleures clés pour essayer de les faire anticiper au maximum et les accompagner dans ce qui nous semble être une méthodologie adaptée, tout en acceptant qu'ils ne veuillent pas la suivre et donc en donnant les risques et en essayant de les minimiser au maximum, quoi. Mais tu mets le doigt sur effectivement la formation des managers, et je vais faire une micro-parenthèse, mais elle est hyper importante. Ils sont la colonne vertébrale, enfin les managers sont la colonne vertébrale de nos entreprises. Quand on a des bons managers, ça roule au niveau RH, on peut même partir en vacances et bosser à mi-temps. Quand on a des managers qui font pas le taf, c'est là où franchement toute la charge, toute la charge. C'est là qu'on rame. Plus les salariés qui sont pas contents, plus les problèmes légaux, plus les prud'hommes après. Enfin, c'est un calvaire pour tout le monde. Aujourd'hui, on a tendance à casser du sucre sur les entreprises et les DRH, bien sûr, sur le fait qu'on forme pas les managers, que c'est de l'évolution. En gros, on a des experts qui sont très bons dans leur truc, on ne sait pas comment les faire évoluer, on leur met une équipe dans les pattes et on les forme pas, on les accompagne pas. Oui, c'est vrai, en partie. Après, il y a ceux qu'on forme, il y a ceux qu'on coach et qui ne sont pas faits pour être manager. Et pardon, être manager, tu es payé plus qu'un opérationnel. Ça suppose des contreparties, que tu suives les règles, les process de l'entreprise, mais que tu prennes aussi si la boîte ne peut pas ou ne veut pas te former. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de l'accès à la culture, de l'accès à l'information, mais moi j'apprends tellement, rien que sur YouTube. Sur TikTok, pas encore. Mais un manager qui veut se former, qui doit faire un feedback et qui ne sait pas comment faire un feedback et qui n'ose pas aller voir son DRH, mon Dieu, il y a pléthore. Puis maintenant, avec ChatGPT, ça change tout. Et sachant qu'en plus, on a un super mécanisme en France qui est le CPF. Absolument. Qui est juste quelque chose de génial en termes de formation. Donc quand tu veux, tu peux. Voilà. Après, on peut faire le constat quand même que il me semble que le rôle de manager n'a jamais été probablement aussi complexe qu'avant. Oui. Parce que les équipes de salariés sont tu l'as dit en introduction, sont un peu plus compliquées, mais dans la complexité, il n'y a pas que du négatif. C'est-à-dire qu'on est sur une génération plus complexe, avec toutes les bonnes choses aussi que ça peut représenter, mais qui nécessite presque une individualisation dans le management, en fonction du sens que chacun veut trouver et de la conciliation vie pro-vie perso. Dessus, on rajoute les problématiques de télétravail. Pardon, le management à distance n'a rien à voir avec un management en présentiel. Et parfois, on est souvent des managements hybrides en plus, où il faut gérer les deux. Donc, il y a quand même des niveaux de complexité dans la gestion du manager qui rend la fonction bien différente et sophistiquée qu'elle ne l'était, je pense, il y a encore 15 ou 20 ans. Oui. Sachant qu'elle n'attire pas non plus, parce que c'est beaucoup de maux de tête d'être manager. Tu règles beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de passe-plat. Voilà. Et c'est vrai que finalement, tu n'as plus, notamment pour les professions techniques, il y a plus ce côté opérationnel que beaucoup de personnes aiment. Donc ça, c'est un autre débat qu'on aura notamment demain. Oui, un autre sujet avec notamment la DRH de Legal Place sur cette partie management qui est, comme tu dis, la colonne vertébrale cruciale pour les entreprises. Toi, tu penses, et petite question là sur l'avenir de la fonction RH, tu penses que cette fonction va exister dans 20-30 ans parce qu'en effet, si on responsabilise les salariés, si on responsabilise les entreprises, et croyons dans un monde qui sera positif et merveilleux, bisounours, qu'on ait des CEO qui prennent les sujets, etc. Tu penses que cette fonction RH aura toujours lieu d'exister ? J'ai lu il n'y a pas très longtemps qu'il y a pas mal. Il y a quelques gros scale-up aux États-Unis qui se sont séparés de leurs équipes RH en se disant c'est une fonction dont on n'a pas besoin. Bon, c'est un gros raccourci. Quand on creuse un peu, il n'y a plus de référent RH qui occupe cette fonction à temps plein. Et en fait, on a repris les missions de cette équipe RH qu'on a données à d'autres. Après, si on a des managers qui ont le leadership, qui ont l'expertise, alors aux États-Unis, ils n'ont pas la complexité du droit que l'on a ici. Donc, il y a quand même quelque chose où on a cette particularité en France. Si les managers font le taf, les salariés sont engagés,
les directs. Ça fait beaucoup de si quand même. Moi, je suis intimement convaincue qu'on aura toujours besoin de quelqu'un pour être ce référent RH. Sur la partie légale, sur la partie... ce corps intermédiaire. C'est important. Quelle forme ça prendra, je ne sais pas. Mais en l'état actuel des choses, si on continue à attendre de nos RH ce qu'on attend aujourd'hui, dans 10 ans, plus personne ne voudra faire ce métier. Aujourd'hui, on est les grands oubliés de cette grande révolution, de ces grandes avancées du monde du travail, de la liberté, de l'équilibre pro-perso, etc. On est les grands oubliés. Et quand on regarde, la fonction RH s'occupe, je caricature un peu, de tout le monde, y compris des présidents, des CIO, mais il n'y a pas de super quelqu'un au-dessus de nous qui veille à notre bien-être. Voilà, on est un peu oubliés. Et là, le chiffre qui fait peur, c'était lors d'une dernière étude des éditions Tissot, avec notamment PFIT, qui avait fait, eux, là, récemment un baromètre. 80%, l'année dernière, c'était 60%, là, 80% des RH et RH te disent en épuisement professionnel. Donc, c'est sûr qu'il y a un... Oui. Les 20% restants n'ont pas compris la question. C'est pas le dire. Non. Ça veut dire qu'on a 100% d'épuisement professionnel. Ouais, je pense que là, en tout cas, il y a un vrai mal-être de la fonction RH parce que c'est une fonction qui est intense, qui est dure émotionnellement. Et nous, on a toujours cette image un peu de Superwoman ou de Superman. Nous, on s'est tout encaissé en fait. Nous, on n'a pas de sentiments, on est un peu des robots, des humanoïdes sans sentiments. Mais on rigole, mais c'est vrai que c'est une fonction qui est dure et parfois même dure entre nous. Donc c'est vrai que c'est un point qui est important et donc il va falloir en tout cas remédier à ça, grâce notamment au Festival RH. Allez, je le place. On va se faire du bien, absolument, le 3 et le 4 octobre. Voilà, décompressé. Mais c'est sûr qu'en tout cas, il y a des signaux faibles et aussi on avait envie d'en parler parce que ça fait partie de cette posture RH que l'on doit avoir. Tu l'as très bien dit, on doit prendre soin de nous avant de pouvoir prendre soin des autres. Quelques conseils sur peut-être toi, 25 ans d'expérience, donc tu dois avoir un peu de conseils ou de tips que tu aimes bien nous partager sur comment tu prends soin de toi, Lubna. Alors pour le coup, je suis un très très mauvais élève. Je suis une addicte du travail. En vacances, je ne peux pas m'empêcher de checker mes mails et tout. Donc tu as un comportement obsessionnel. Absolument. Alors complètement assumé. Alors pour le coup, je peux vous donner des conseils. Oui. Ce n'est pas pour autant travailler pendant les vacances que je me les applique. Non, plus sérieusement, effectivement, être bien avec soi, c'est important. Déjà, effectivement, les moments de déconnexion, ils sont hyper importants le soir. Alors pour le coup... J'ai 2 enfants, d'une petite fille en bas âge. Longtemps, je travaillais le soir, une fois couché et tout. Maintenant, j'ai plus l'énergie, donc la question de retravailler après se fait plus. Mais effectivement, se ménager des plages où voilà, on quitte le taf, où on ferme l'ordinateur, on s'y remet plus. Ça, c'est un vrai sujet. Quand on sent que on est sur la corde raide, etc., faut lever le pied. Faut pas attendre. Et moi, ce qui me fait un bien fou, parce que je suis une passionnée, que j'ai besoin d'échanger avec mes pairs, etc. Je suis membre de différents collectifs de DRH. Et mon Dieu, quel bonheur de se voir déjà lors de quelques apéros. Quel bonheur d'aller, on a un Slack sur lequel on partage quand il y a un truc qui nous met en joie ou qui nous rend dingue. Plutôt que garder cette frustration, on a un petit canal Pépite RH où on partage nos trucs. Et puis, mais quel bonheur, en fait, s'entourer. Nos conjoints, aussi sensibles au sujet soient-ils, mon mari, je ne vais pas lui parler de mon taf pendant 4 heures. Il va trouver ça rigolo, mais au bout d'un moment, ça va aller. Mais être en lien avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que nous, qui vivent les mêmes situations, qui ont les mêmes enjeux, la même passion, moi, c'est toujours hyper salvateur. Donc, le collectif et le collectif. Et quel interlocuteur, tu penses, en interne pour parler de ces sujets ? Non, mais Lubna, tu as donné des interlocuteurs très pertinents pour tout RH, d'ailleurs qu'il soit dans une entreprise ou qu'il soit en extérieur, plutôt consultant. Les réseaux, les pairs, des coachs. Tu disais tout à l'heure se faire coacher, ce qui est hyper important. Après, quand on est RH d'une entreprise, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'on est donc salarié. Donc, il y a un dirigeant d'entreprise et on a les mêmes droits que d'autres salariés et donc l'employeur est garant de la santé mentale de ses salariés, y compris de celle du RH. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'en ouvrir aussi à sa direction pour pouvoir aborder le sujet. Et puis de la même manière,
et je te laisserai compléter, mais la médecine du travail est également un interlocuteur hyper pertinent quand on sent que le niveau de stress et de tension dépasse ce qui devrait être au-delà de la normale. Et je dirais que la complexité du RH, c'est à la fois que, et je ne veux pas caricaturer, mais beaucoup de RH ont une forme d'empathie qui leur fait aussi choisir cette fonction. C'est-à-dire qu'il y a une vraie envie de faire en sorte que les salariés aient un certain bien-être. Donc ce qui, en fait, amplifie cette forme de sensibilité, déjà, qui peut être à l'origine inhérent à la fonction. Voilà. Et que donc c'est encore plus compliqué de prendre des distances. Et puis je dirais que ça se double avec une autre complexité, c'est l'exemplarité qu'on doit avoir. Donc de toujours avoir cette posture un petit peu moi ça va bien, moi je me connais très bien, je sais exactement quoi faire, alors que le RH rencontre les mêmes problématiques que d'autres salariés. Mais lui, il n'a pas le droit de se plaindre. Mais lui, voilà. C'est finalement accepter notre part de vulnérabilité aussi, qu'on n'est pas des surhommes ou des surfemmes. Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais, parce que en théorie, enfin en pratique, on est des salariés, mais on est aussi membre de la direction. Et tu parlais de schizophrénie tout à l'heure, c'est là qu'est tout le drame de la fonction RH, où tu dois veiller au bien-être, tu dois analyser les signaux faibles dans ton équipe, dans la boîte, etc. Mais il faut aussi que tu le fasses pour toi. Mais quand tu es DRH, et pour le coup, j'ai connu cette situation, donc c'est pour ça que j'en parle, j'ai connu une fin d'année 2023 très compliquée, et en fait, tu identifies les signaux, mais c'est très difficile de te dire à quel moment je lève le pied, à quel moment je dis stop, premier point. Tu te dis, ok, je vais en parler à la médecine du travail, mais tu te dis, si moi, la DRH, je vais voir la médecine du travail en disant je suis fatiguée, etc., elle va mettre le pied dedans, du coup, ça va être un calvaire pour tous les autres dossiers des salariés, et puis ma direction, elle va comprendre que j'aille me plaindre à la médecine du travail? Clairement non. Tu vas voir ton boss et tu lui dis, écoute, je suis fatiguée, c'est compliqué, j'en ai trop là, etc. Il va te dire, oui, je comprends, et ménage-toi. Et en même temps, il va t'envoyer 50 mails et 12 000 projets à finaliser. T'en es où là-dessus? Est-ce qu'on peut se parler là-dessus? Ah tiens, t'as vu un tel, il m'a parlé de ça. Comment tu prends soin de toi? Comment tu lèves le pied? Et en fait, on est dans cette schizophrénie où à un moment donné, personne ne prendra soin de toi si tu ne le fais pas. Ni la médecine du travail, ni ton patron, ni personne. Et en fait, c'est toi, seul. À un moment donné, tu te dis, là, voilà, j'ai atteint un seuil, et là, il faut que je m'écoute. Et moi, je me suis arrêtée pendant 2 mois, 1 mois et demi, mais pendant 1 mois, j'ai continué à gérer les encours et mes dossiers. J'ai pas fait de call, etc., mais j'ai bossé quasi non-stop. Et là encore, à un moment donné, on se dit, à quel moment ça s'arrête? Donc oui, on est salarié. On fait part de la direction, mais c'est très difficile d'avouer sa vulnérabilité parce que tu aides les autres en leur disant mais il faut que tu sois machin, etc. Et puis finalement, tu ne te l'appliques pas à toi-même. Sauf que je pense qu'on prend beaucoup plus à cœur que d'autres. Et puis les gens qui sont en épuisement, en burn-out, sont principalement des gens qui sont hyper engagés. Voilà. Il y avait un autre chiffre que j'avais envie de partager. On parlait en effet d'épuisement et aussi de valeur. C'était cette enquête aussi Segos qui disait que 44% des DRH reconnaissent d'ailleurs parfois agir contre leur éthique et leurs valeurs. Et donc ça joue aussi sur cet épuisement professionnel, sur cet alignement en termes du sens du travail. Parce que parfois on prend des décisions ou on fait des actes qui sont décorrélés de nous, de qui on est dans la vie perso. Donc c'est vrai que c'est aussi difficile comme rôle en termes de posture. Et tu vois, je discutais avec une RH ce matin qui m'avait fait part de situations discriminantes dans l'entreprise, mais vraiment violentes envers une certaine ethnicité. Qu'on ne citera pas, mais qu'on imagine bien. Voilà, vous imaginez bien. Et elle est quand même restée plus de 2 ans après dans l'entreprise, alors qu'elle n'était pas en accord avec ses valeurs, parce que derrière, elle voyait sa promotion, elle voyait ses factures à payer tous les mois aussi, qu'elle avait peur pour la suite de sa carrière. Et donc, c'est sûr qu'on est tiraillé entre nos valeurs et les actions qu'on peut faire en interne au niveau RH. Alors moi, je vais dire quelque chose que je ne suis pas supposée dire. Ok. D'accord. Parce qu'on a dit sans langue de bois. Spoiler alerte. Spoiler alerte. Effectivement, il y a les valeurs, il y a le droit du travail. Les valeurs, c'est ce qui, toi, te tient, c'est une croyance, c'est quelque chose auquel tu tiens, qui n'est pas rationnel. Hein. Mais après, il y a les valeurs de l'entreprise. Ça, t'es aligné, t'es pas aligné. Bon. Après, il y a des sujets qui sont légaux.
D'accord ? Dès lors que tu touches à un sujet légal, il n'y a plus de débat en fait. Soit ta boîte elle est en conformité, soit elle l'est pas. Et c'est ta responsabilité de t'assurer que ta boîte elle soit en conformité. Parce que le jour où la boîte là est attaquée pour discrimination, ils vont lui dire hop, t'as pas fait ton taf en fait. Il est là le sujet. Donc il y a les valeurs sur lesquelles tu peux ou pas transiger. Et il y a le droit du travail. Et je reviens juste sur, tu dis qu'elle a attendu 2 ans, etc. J'aimerais dire que dès lors qu'il se passe un truc dans la boîte où tu n'es pas aligné, tu t'en vas. Sauf qu'effectivement, on n'a pas toujours le choix de partir, ni de partir tout de suite. Et après, moi je pense qu'il faut être très clair sur son seuil de tolérance et d'acceptation. Je pense que quand on est un peu plus junior, on va accepter certaines choses avec plus de résilience. Mais effectivement, quand tu arrives à 40, 45 ans, il y a des choses, c'est des no-go. Et après, dans ta tête, il y a un truc qui se met en place. Et je dis, bon voilà, là je reste, je fais le taf, mais il faut que je bouge. Mais voilà, après, il y a valeur et après, c'est toujours des... Tu sais, c'est comme quand tu es en couple, hein, tu n'es pas toujours aligné, tu n'es pas toujours d'accord. Tu fais des compromis et puis ça tient tant que ça tient. Quand tu dois faire trop de compromis, c'est là qu'il faut que tu te poses les bonnes questions. Mais les compromis sont nécessaires. Les couleuvres en RH, on les avale. C'est pas agréable, mais elles sont, je ne vais pas dire nécessaires, mais elles font partie de notre quotidien. Après, si tu avales plus de couleuvres que de champagne, il faut se poser des questions. Voilà. On arrive à la fin, en tout cas, de cet épisode, de People Place. Un dernier mot, et peut-être qu'on peut chacune, en tout cas, y répondre. C'est un peu le monde de l'entreprise qu'on a envie d'avoir demain. Je pense que c'est toujours bien de terminer sur une note d'espoir, puisque sur cette belle fonction RH et sur le monde de l'entreprise, puisque c'est quand même 8 heures par jour que l'on donne de nos vies dans les entreprises. Donc, peut-être Marine, tu veux commencer sur... Toi, tu as vu pas mal de choses aussi, hein, donc tu vois aussi certaines dingueries de start-up et de scale-up. Ouais. Donc pour l'avenir, une note positive, je dirais d'un point de vue légal, beaucoup d'entreprises estiment qu'il y a beaucoup de contraintes, une difficulté à les appréhender, à les appliquer. Donc on peut se dire que quand même, on va vers plus de simplification. En tout cas, c'est ce qui nous est annoncé. On ne le voit pas toujours dans les faits. Et donc, moi, ça me semble absolument essentiel de pouvoir déjà connaître, parce que ça apporte beaucoup de sérénité, de connaître son environnement juridique, voilà, et de savoir ce qu'on peut faire, pas faire. Sur certaines choses, c'est évident. En droit du travail, c'est souvent beaucoup plus nuancé. Et on sait souvent pas, c'est gris, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les concessions, le consensus. Si tout était noir et blanc, ce serait tellement simple. Rien n'est noir et blanc. Tout est éminemment gris, voilà, avec toutes les nuances de gris qu'on peut connaître. Et c'est ça qui rend en fait la matière passionnante aussi. Voilà. Mais dans tout ça, on a quand même besoin d'avoir une forme de clarification pour apporter de la sérénité et pour justement aider les RH à effectuer son travail. Voilà. Ouais. Parce que souvent, c'est non, ça c'est théorique, ta règle, ça sert à rien, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et le RH n'est pas aidé en fait par cette espèce de nœud de complexité juridique. Voilà. Et par ailleurs, moi je trouve quand même qu'on va, effectivement, je te rejoins sur ce que tu disais au départ, d'un extrême à l'autre, où là, on est dans une forme, pour moi, d'extrême presque individualisation du parcours salarié, que je trouve très compliqué. Parce que moi, à titre personnel, je trouve que cet individualisme recouvre beaucoup, beaucoup d'aspects de notre société et que ça peut poser problème parce que dans l'entreprise, c'est le sens du collectif qui doit l'emporter. Le collectif doit toujours prendre le pas sur le salarié. Mais dans tout ça, il y a quand même quelque chose d'hyper intéressant autour de l'expérience du salarié. Et je trouve que le parcours d'entreprise, c'est finalement une somme d'expériences que vit le salarié. Et moi, je me dis que le RH, à l'avenir, sera cette forme de garant d'expérience au pluriel collaborateur, voilà, qui va de l'onboarding à l'offboarding, mais en passant par tout ce que va vivre le salarié d'extrêmement vertueux, agréable, parfois moins, mais qui construit et qui apporte une brique à tout son parcours professionnel. Voilà. Complètement. Ouais, je suis complètement d'accord. Écoute, si je devais me projeter dans un monde, voilà, moi, je voudrais qu'on ait des entreprises plus respectueuses des salariés.
plus éthique et avec un zéro tolérance sur les comportements sexistes, discriminants, tous ces comportements qu'on tolère parce qu'il fait du bise ou parce qu'il est sympa. Et je dis il souvent, ça peut être elle aussi. Donc il y a une politique zéro tolérance sur tous ces comportements déviants et sur tous ces managers toxiques qui rendent la vie de dizaines d'autres collaborateurs juste infernale. Donc zéro tolérance, et puis qu'on arrête de recruter les meilleurs pour leur dire à quelle heure il faut aller faire pipi, quel fichier il faut utiliser, comment il faut faire les choses. Laissons les gens travailler. Ils savent souvent, voire toujours, mieux que leur manager, mieux que leur N+2, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Donnons le cap, donnons le cadre. Mettons-nous d'accord sur où il faut aller, sur comment il faut y aller, sur les moyens associés. Et bon Dieu, laissons les gens travailler. Et arrêtons les réunions. J'en peux plus des réunions. Voilà, c'était le message de la fin. Ah bah les réunions, grève générale demain. Ah carrément, ouais. Et moi j'ai synchrone. Moi j'ai juste envie de partager pour un peu ce monde de demain sur la nouvelle génération en tout cas de RH, d'avoir une note positive puisque c'est vrai, c'est un métier qui peut faire un peu peur, mais c'est sûr qu'il faut en tout cas s'entourer, ne pas rester seul, sortir de sa coquille. Moi c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée notamment à Paris. J'ai connecté avec plein de monde, en tout cas dans le monde des RH. Et aujourd'hui, j'en vois aussi les résultats. Ça m'a permis aussi de te rencontrer et de voir en tout cas cette belle communauté en tout cas qui s'entraide et qui s'aide. Donc surtout, ne restez pas seul. Prenez du temps pour vous, de prendre des moments pour respirer, des moments pour se connecter. Ça, c'est vraiment crucial pour tenir en tout cas dans la distance. Donc voilà, c'est un petit peu le message que j'avais envie de partager. Merci Marine, merci Lobna, et on se voit au Festival RH. Rendez-vous le 3 et le 4 octobre. Pour décompresser. Absolument. Merci beaucoup.